Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui faire acte de citoyenneté responsable et d'actualité en vous présentant ce qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire le programme présenté par le Rassemblement national avec son alliance avec une partie des Républicains, et puis le programme qui vient d'être publié par le Nouveau Front populaire, où il y a à peu près toutes les forces de gauche et d'extrême gauche qui se sont alliés dans ce programme. Alors, je voudrais regarder ça avec vous rapidement, parce que c'est encore les prémices. Peut-être que ce ne sont pas les documents tout à fait définitifs, mais il y a quand même déjà énormément de choses à en tirer comme enseignement. La première chose, c'est, je vais commencer par ce qui est le plus rapidement fait, c'est-à-dire examiner le programme proposé pour ces législatives 2024 anticipées par le Rassemblement national, dont on comprend que ça va également engager les quelques 70 députés de la faction chiotiste des Républicains qui a rallié le Rassemblement national. Alors regardez un peu le document qui a été publié, qui va être, si j'ai bien compris, au verso de toutes les professions de foi, de toutes les circulaires électorales de leurs candidats. Je suppose qu'à l'avers, il y aura la photo du candidat avec son nom et son suppléant. Et au revers, il y aura ce texte-là que je vous invite à regarder avec moi. En fait, il y a 8 promesses électorales qui sont faites par le RN. Regardons-les ensemble. Première promesse, il faut élire une majorité de députés RN à l'Assemblée nationale. Premièrement, pour soutenir le pouvoir d'achat. En précision, c'est baisser les factures d'électricité et réduire la TVA sur le gaz, le fioul et les carburants. Très bien, enfin pourquoi pas pourquoi pas faire ça? Parce qu'effectivement, le prix en gros de l'énergie a augmenté considérablement. Pourquoi ne pas faire ça, effectivement? Sauf que d'abord, la baisse sur le TVA, ça ne se fait pas comme ça. Il faut demander l'autorisation des institutions européennes pour baisser la TVA. Et puis surtout, ça n'est pas chiffré du tout. C'est-à-dire que ça peut coûter des milliards, en fait, cette histoire. Et donc, ça aurait été bien éventuellement de chiffrer et de savoir dans quel cadre ça va se compenser. Puisque par ailleurs, je rappelle que le Rassemblement national et M. Ciotti et ses épigones ont décidé de rester dans l'Union européenne, dans l'euro. Donc ils sont obligés de respecter les engagements qui ont été pris vis-à-vis et de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, notamment quant à la réduction des déficits. Donc là, on ne sait pas. Je note en particulier qu'il n'est pas question, en revanche, de sortir du marché européen de l'électricité, par exemple. Le point numéro 2. Pour remettre la France en ordre, mettre fin au laxisme judiciaire à l'égard des délinquants et des criminels. Alors ça, excusez-moi, mais ça ne veut rien dire. C'est un slogan. Je suis absolument certain qu'on peut reprendre les professions de foi du Front national depuis sa création en 1972, mais aussi d'ailleurs du RPR, mais aussi des partis considérés comme de droite. On trouvera toujours la même chose. Mettre fin au laxisme judiciaire, mettre les délinquants en prison, bon, enfin, rien de nouveau sous le soleil. Ça n'a strictement aucun intérêt, en fait, cette mesure, si ce n'est que de faire un slogan. C'eût été très différent s'il y avait une précision sur les mesures qui vont être prises. En quoi ça va différer de ce qui était auparavant? Est-ce qu'il va y avoir des objectifs chiffrés, quantitatifs? Est-ce qu'il va y avoir des réflexions sur les peines planchées? Comment ces peines planchées, par exemple, vont-elles s'articuler avec les contraintes de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple? On ne sait pas. Mais là, on est dans un flou complet. Troisième point, pour stopper la submersion migratoire, alors réduire drastiquement l'immigration légale et illégale et expulser les délinquants étrangers. Alors, réduire drastiquement, c'est un adverbe qui veut dire beaucoup, de façon très importante, mais ça n'est pas chiffré. Et réduire drastiquement l'immigration légale et illégale, bon, très bien, c'est un objectif dont on peut comprendre qu'il correspond à ce que dit le Front national depuis des décennies, il faut le reconnaître. Mais ce que je note, c'est que là, il est question de l'immigration légale.
alors qu'au cours des semaines pendant la campagne pour les européennes, il n'était question que de l'immigration illégale. Il est vrai que vous m'avez sans doute entendu dans ces discours, souvent j'ai mentionné le fait que la Commission européenne avait distingué l'immigration légale qu'elle entendait favoriser, et favoriser jusqu'à ce qu'elle atteigne 4 millions de nouveaux migrants par an en Union européenne. Elle entendait distinguer cela de l'immigration illégale qu'elle combattait, laquelle ne représentait en 2022 que 10% de l'immigration totale, puisque sur les 3 850 000 migrants qui sont arrivés en Union européenne en 2022, 3 500 000 sont arrivés de façon légale et 350 000 de façon illégale. Alors là, M. Bardella, le Rassemblement national, prennent l'engagement donc de lutter contre l'un et l'autre. Mais le problème, c'est qu'ils vont faire comment ? Ils vont faire comment dans la mesure où ils restent dans l'Union européenne, ils restent dans Schengen, et ils restent et donc ils obéissent en fait aux injonctions de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, qui va changer puisque la Commission européenne va changer parallèlement au nouveau Parlement européen. Donc on ne sait pas qui va succéder à Madame Ylva Johansson, la commissaire suédoise chargée des affaires intérieures. Mais ce qui ne va pas changer en revanche, ce sont les articles des traités, notamment les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui prévoient notamment l'absence de contrôle aux frontières intérieures, à l'intérieur de l'espace européen, le marché unique dans lequel il y a la totale liberté de circulation des personnes et des biens. De la même façon qu'il n'est pas précisé comment il va se passer. Ça va se passer lorsque pour venir en Union européenne, et à partir du moment où des étrangers viennent en Union européenne avec un titre de séjour légal, je ne sais pas, mettons par exemple en Allemagne, rien n'empêche ensuite les migrants légaux en question de venir s'installer en France, par exemple, pour y bénéficier éventuellement de meilleures prestations sociales. Alors là, on est vraiment dans le domaine de la très très grande généralité. On ne sait pas exactement ce qui va se passer et surtout on ne sait pas comment ceci est rendu possible avec notre appartenance à l'Union européenne et la nécessité d'obéir aux injonctions venues de Bruxelles. Le point numéro 4, pour soutenir notre agriculture, développer les circuits courts et lutter contre la concurrence déloyale. Bon, là aussi, c'est vraiment le minimum. Enfin, développer les circuits courts, lutter contre la concurrence déloyale. On aurait très bien pu trouver cette formulation sur les tracts de Renaissance, de Macron, voilà, ou sur les tracts de la plupart des partis politiques, ça ne mange pas de pain. Lutter contre la concurrence déloyale. Bon. Donc, bien entendu, ce qui eût été important, c'est que le Rassemblement national dise, par exemple, qu'il comptait introduire un protectionnisme éventuellement évolutif au cours de l'année pour protéger les productions agricoles françaises dans telle et telle spécialité. Ça n'a pas été mentionné. Il est vrai que c'eût été interdit par les traités européens, mais enfin, ils ne sont pas après. De la même façon qu'il n'est pas précisé comment on va faire en sorte d'avoir une agriculture qui soit plus protectrice des petites exploitations agricoles familiales et non pas une agriculture qui sauve en permanence, qui promeut en permanence le big business agricole, notamment les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise que la politique agricole commune a pour objectif de développer la productivité de l'agriculture. Donc on n'en saura pas davantage sur ce point. Le numéro 5, il s'agit de donner la priorité à la santé, réduire les déserts médicaux, soutenir l'hôpital public et sécuriser l'approvisionnement des médicaments. Là aussi, il était extraordinairement difficile de faire quelque chose de plus inodore, sans saveur et généraliste. Réduire les déserts médicaux, très bien, tout le monde veut réduire les déserts médicaux, c'est-à-dire avoir des médecins qui aillent s'installer à la campagne. Mais ça, c'est l'objectif, tout le monde ne peut qu'être d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment on fait. Quels sont les moyens qui sont mis derrière. De la même façon que le soutien à l'hôpital public, bon, c'est très gentil de dire ça, mais quels sont les fonds qui vont être mis en œuvre pour soutenir l'hôpital public ? Pourquoi est-ce que l'hôpital public est dans la situation telle qu'elle est ? C'est bien parce que, au niveau de l'État,
On doit obéir aux injonctions venant de Bruxelles et de la Banque centrale européenne de réduire les déficits budgétaires et qui a donné depuis maintenant un nombre d'années considérable, ça fait au moins une dizaine d'années, que de plus en plus il y a des objectifs de rentabilité ou du moins de faible déficit aux hôpitaux publics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soutenir l'hôpital public, il va falloir faire un plan pour lancer les hôpitaux. Je suis favorable personnellement, mais le problème c'est qu'on ne sait pas comment ça va être chiffré, comment ça va être compatible avec les engagements que nous avons pris, que la France a pris vis-à-vis notamment de la Banque centrale européenne. Et puis, bon, favoriser comment dirais-je, la distribution de médicaments. Bon, bah, ça, c'est très bien. Mais, comme vous le savez, on constate exactement l'inverse. Et donc, là aussi, on aurait aimé que le Rassemblement national nous précise ce qu'il comptait faire. Reste encore donc 3 points. Pour simplifier la vie des Français, stopper la multiplication des normes abusives qui pèsent sur les familles et les entreprises. Là aussi, c'est vraiment se moquer du monde parce que ça s'appelle lutter contre la paperasse. Moi, depuis que je suis petit, toutes les professions de foi que j'ai vues depuis l'âge de 8 ans, il s'agit de lutter contre la paperasse. Donc on va passer sur ce sujet rapidement. Non pas que ce soit un faux sujet, mais enfin bon, il y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et puis, le point numéro 7, pour réaliser des économies de bon sens, baisser le coût de l'immigration et lutter contre les grandes fraudes sociales et fiscales. Bon, très bien, baisser le coût de l'immigration, on ne saura pas davantage comment ils comptent s'y prendre, hein, de la même façon qu'on ne sait pas comment ils vont réduire drastiquement le nombre de migrants. On attend vraiment, parce qu'on attend de savoir si ceci va être compatible avec à la fois notre appartenance à la Cour européenne des droits de l'homme et aux traités européens et à l'Union européenne. De la même façon, là, baisser le coût de l'immigration, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Par ailleurs, il risque notamment d'y avoir des problèmes d'anticonstitutionnalité qui ont déjà été soulevés par un certain nombre d'acteurs, et notamment par le Conseil constitutionnel. Et puis donc, il est question aussi de réduire les grandes fraudes fiscales et sociales. Très bien. Je suis pour. Voilà, il faudrait réduire aussi les petites fraudes, parce que les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières, et donc il y a aussi beaucoup de petites fraudes qu'il faudrait réduire. Mais comment réduit-on les grandes fraudes fiscales si ce n'est qu'en contrôlant les mouvements de capitaux? Parce que si on a une totale liberté des mouvements de capitaux, rien n'est plus facile pour des très très grandes entreprises que de faire apparaître des déficits en France, des excédents dans des paradis fiscaux, etc. Donc ça veut dire rétablir d'une façon ou d'une autre le contrôle des mouvements de capitaux. Or, c'est, comme vous le savez, le b.a.-ba de ce qui est interdit par l'Union européenne. Donc on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Plus exactement, il est à craindre que ça se traduise par rien du tout au bout du compte. Et puis enfin, le 8e chapitre, 8e et dernière proposition, pour faire respecter les Français, défendre notre souveraineté et les intérêts de la France en Europe. Voilà. Alors là, on n'en saura pas davantage sur les questions internationales, ni sur les questions européennes, du moins d'après ce tract qui, semble-t-il, va être ce qu'il y aura au dos de toutes les professions de foi qui vont être envoyées aux électeurs. Défense des intérêts de la France en Europe. Bon, alors ça me fait penser, comme je commence à avoir un petit peu de recul sur l'histoire, ça me fait penser aux élections européennes de 1979, où il y avait la liste du RPR de l'époque, de Jacques Chirac avec Michel Debré, et qui avait lancé une liste qui s'appelait DIFE, la liste de défense des intérêts de la France en Europe. C'est exactement le même thème. Regardez un petit peu ces affiches que l'on a retrouvées, qui étaient les professions de foi de l'époque. C'est assez triste, en fait, de les regarder. Alors, qu'est-ce qu'on lisait donc sous Jacques Chirac? Eh bien, on lisait que l'Europe que De Gaulle et Pompidou ont voulu. Vous savez que personnellement, j'ai expliqué que De Gaulle n'avait pas du tout voulu l'Europe, qu'elle lui avait été plus ou moins imposée. Je vous renvoie à ma conférence sur qui gouverne la France. Et puis, vous voyez en premier lieu, il s'agit de savoir la place que la France aura demain dans l'Europe et dans le monde. Il s'agit de choisir entre une France forte et prospère ou une France de la mollesse et de l'abandon. Voilà. En élisant les 81 représentants de notre pays à l'Assemblée européenne, vous engagerez l'avenir de notre peuple.
vous avez le droit, vous avez le devoir de vous montrer exigeant. Alors, vous aviez donc l'organisation de l'Europe est une nécessité. Nous sommes des partisans de l'Europe, tati. Mais aujourd'hui, l'Europe piétine. Aujourd'hui, donc, on est en 1979 quand même, hein. C'est-à-dire il y a 45 ans. Aucune action nouvelle n'a été définie pour les industries où l'emploi est menacé, ni pour l'énergie, ni pour les industries d'avenir, y compris l'aéronautique, ni pour la recherche. La politique agricole est elle-même atteinte. Le revenu des agriculteurs baisse, c'est toujours vrai. Par le jeu des montants compensatoires, nos concurrents ils se trouvent subventionnés quand ils vendent chez nous et nos produits sont à l'inverse pénalisés. Donc ça va pas du tout. Et puis ensuite, le marché commun est menacé. Donc on apprend que sous la pression d'autres pays et pour servir les intérêts de certains États membres, le tarif extérieur commun protecteur a été mis en pièces et nos industries subissent maintenant des concurrences sauvages et des pratiques commerciales déloyales. L'Europe passoire importe du chômage. On croirait que ça a été écrit hier. Encore une fois, c'est un texte qui a quand même 45 ans d'âge. C'est plus qu'un bon Bordeaux. Et puis après, l'Europe a cessé de vouloir être elle-même, c'est-à-dire indépendante. Nos partenaires cèdent aux pressions étrangères au détriment des intérêts européens, et en particulier des nôtres. Voilà. Pensons au fameux marché aéronautique du siècle où certains de nos partenaires ont préféré un avion américain à un avion français. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est triste. C'est triste, mais c'était écrit il y a 45 ans. Ça aurait pu être écrit il y a 3 mois, puisque c'est toujours la même situation, en fait. Nous voulons une Europe bâtie sur les nations européennes. L'Europe ne s'organisera pas sur l'effacement de la France. Voilà ce qu'on pouvait lire, donc, à l'époque, en 1979, sur la défense des intérêts de la France en Europe. Et on disait d'ailleurs ensuite qu'il fallait, pour dire non au chômage, non à la politique de récession, oui à la politique d'expansion, c'était à la France de faire l'Europe et non à l'Europe de faire la France. Et donc il y a toute une série de mesures qui évidemment sont restées sans suite. Voilà, donc je me permets de faire ce petit dégagement parce que, en fait, ce programme du Rassemblement national, c'est vraiment se moquer du monde, en fait. Il n'y a rien dedans, il n'y a absolument aucune mesure très précise ni concrète qui permettrait aux électeurs d'avoir un jugement éclairé, de donner, comme on dit, un consentement éclairé. On ne s'adresse pas du tout à l'intelligence des Français, ni à l'intelligence des électeurs. On s'adresse tout simplement au fait que les Français ne vont pas regarder ça. Les Français vont être mis en condition sur la tête qu'il faut voter Nutella. Donc ça va être Nutella, jour et nuit, on va nous parler du gouvernement Nutella. Et donc les Français vont aller voter Nutella. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas nécessaire, en fait, de s'adresser à l'intelligence des gens. C'est ce que nous montre ce document. Bien entendu, si Jordan Bardella et si le Rassemblement national, avec l'aide des Républicains, arrivent à ce qui est prévu, en fait, puisque les sondages commencent à claironner une victoire très importante, eh bien, les Français vont avoir ce que, personnellement, je trouverais formidable comme leçon de choses. Les Français auront un gouvernement qui sera dirigé par M. Bardella, probablement, par le Rassemblement national et par les Républicains. Et, comme on disait jadis, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, puisqu'on va voir ensuite ce que ça va donner. Voilà, on va voir comment les Français, qui croient monts et merveilles sur ce qui va arriver, d'un seul coup vont découvrir, au cours des semaines, des mois qui suivront, eh bien qu'en fait, la plupart de ces propositions, en tout cas les plus importantes, les plus significatives de ce qu'était le Rassemblement national, eh bien, ne verront pas le jour. On a déjà vu ce que la presse commence à appeler pudiquement du mot de rétropédalage, puisqu'il y avait un principe de base qui avait été acté, semble-t-il, dans le programme du Rassemblement national depuis maintenant quelques mois, qui était la remise en cause de la réforme des retraites, et notamment l'augmentation à 64 ans de l'âge du départ à la retraite. Et vous avez vu que M. Bardella a fait savoir qu'il n'en était plus vraiment question, voilà, qu'il n'était pas certain d'en reparler. Et vous avez vu d'ailleurs que dans cette profession de foi dont je viens de vous parler, il n'est à aucun moment question de la question des retraites.
De la même façon, il y avait, alors ça c'était une mesure qui avait été proposée par le Rassemblement national depuis de nombreuses années, qui était la fin de la double nationalité. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Sébastien Chenu, dont je rappelle qu'il est l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale et donc membre du Rassemblement national, dont je rappelle au passage qu'il a été élu à ce poste éminent avec les voix des macronistes. Donc comme quoi les macronistes, quand ils nous disent qu'ils combattent la bête immonde, évidemment se moquent du monde puisque c'est eux qui ont voté pour que M. Chenu devienne vice-président de l'Assemblée nationale. Eh bien M. Chenu a dit donc, je crois que c'était hier, il a dit que le Rassemblement national voulait supprimer la double nationalité. Et puis 10 minutes après, il a dû avoir un coup de téléphone de la patronne et qui lui a dit que ce n'était plus question, donc il a aussi rétro-pédalé. Et donc le Rassemblement national a laissé tomber cette mesure de suppression de la double nationalité. Voilà. On trouve ça d'ailleurs dans un certain nombre d'autres domaines. Et en définitive, ce qui est intéressant dans cette profession de foi, dans ce programme du Rassemblement national, c'est outre que ce sont des généralités, c'est qu'il y a des tas de choses dont il n'est pas fait mention. Je n'ai pas vu le mot Ukraine, je n'ai pas vu le mot Russie, je n'ai pas vu le mot OTAN, je n'ai pas vu le mot guerre, je n'ai pas vu le mot élargissement, notamment aux 9 États qui sont prévus pour entrer dans l'Union européenne. Je n'ai pas vu le mot euro, c'est-à-dire que la très mauvaise santé de l'euro n'est pas évoquée du tout, alors qu'elle a un rôle absolument considérable dans la baisse du niveau de vie des Français. Je n'ai pas vu non plus le mot équilibre budgétaire ou contrainte budgétaire. Je n'ai pas vu le mot lutte contre l'endettement. Je n'ai pas vu le mot directives européennes. Je n'ai pas vu le mot rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne. Bon, en fait, j'ai rien vu. En fait, j'ai rien vu du tout. Tout ça est fait. Voilà, c'est triste. Enfin, si vous me suivez, vous savez quand même que ce que je dis depuis 17 ans se révèle exact. Et vous savez que nous avons tous constaté cette tristesse, avec tristesse, ce qui vient de se passer, c'est que beaucoup de gens qui nous suivent au moment de voter ont cru malin, ont cru que c'était utile de voter pour Bardella ou pour Marion Maréchal. Et puis voilà. Et voilà. Et maintenant, les Français, ils ont ce pourquoi ils ont voté. Hein. C'est-à-dire de l'escroquerie. Ça, c'est exactement un texte d'escroquerie. Voilà. C'est pour faire croire aux gens ce qui n'aura pas lieu. Ça s'appelle de l'escroquerie. Alors maintenant, je vais passer à l'autre concurrent. Pour succéder à Attal, je veux parler du Front populaire, du nouveau Front populaire, où l'on a assisté, alors ça c'est assez extraordinaire aussi, on assiste d'un seul coup à un mariage forcé et ultra rapide. C'est ce que dans certains milieux américains on appelle du speed dating, c'est-à-dire un rendez-vous ultra rapide. Et donc on a un mariage brutal. Ça va de monsieur Glucksmann jusqu'à la LFI, donc non seulement de monsieur Mélenchon, mais de Rama Hassan. C'est-à-dire qu'on a dans le même mouvement, dans la même configuration, à la fois monsieur Glucksmann, qui, comme tout le monde le sait, est un agent américain, enfin proche en tout cas des services de renseignement américains, ultra par ailleurs pro-israélien, et qui est dans la même mouvance, maintenant dans la même alliance que LFI, qui est ultra anti-sioniste et qui a été régulièrement accusé par M. Glucksmann d'ailleurs d'être en fait antisémite, alors que ce que nie LFI, et LFI accusant en revanche M. Glucksmann de soutenir un État génocidaire d'État d'Israël. Voilà. Donc ces personnes se retrouvent dans cette alliance de circonstances où l'on met également le Parti socialiste, où l'on met également donc Place Publique, c'est pour Glucksmann, on met EELV, on met le Parti communiste français, on met en fait des tas de groupements politiques. Alors eux, ils ont fait plusieurs documents et qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti, j'en ai fait un tweet, puis après il y a des gens qui disent mais non, c'est un faux, c'est pas exactement ci et ça. Ensuite, il y a eu donc Brut qui a mis en exergue un certain nombre de mesures phares.
Et puis il y a également un programme, alors plus détaillé, de 9 pages que M. Edoui Plenel, l'ancien du Monde, dont je rappelle, petite histoire, que le directeur de cabinet de Mitterrand avait dit que c'était un agent de la CIA, mais enfin je referme la parenthèse. M. Edoui Plenel donc, a fait un tweet pour relayer le programme plus détaillé du nouveau Front populaire. Nouveau évidemment parce que toutes les personnes qui connaissent un petit peu l'histoire ont en mémoire le Front populaire de 1936, n'est-ce pas, qui avait très bien commencé en accordant notamment les congés payés aux Français et qui avait très mal terminé puisque c'était l'Assemblée issue du Front populaire qui avait donné les pleins pouvoirs à Pétain en juin 1940. Alors, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a différentes sources. Je pense que le mieux est quand même de regarder comment dirais-je, le document de M. Edoui Plenel, les différentes fiches qui sont les plus détaillées. De vous à moi, quand j'ai regardé ce document, la première chose qui frappe, c'est que c'est quand même beaucoup plus détaillé que ce qu'a produit le Rassemblement national. Ça, il faut le reconnaître. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé, comme je suis quelqu'un toujours j'essaie d'être objectif et de dire la vérité, du moins ce que je pense, c'est qu'il y a dedans des choses que je trouve qui sont, en tout cas, avec lesquelles je suis d'accord. Donc je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas que je suis d'accord si je suis d'accord. Je suis d'accord, par exemple, avec l'idée d'augmenter le SMIC. Bon. Il y a d'ailleurs une petite incertitude. J'ai vu que dans certains cas, il était question de l'augmenter à 1500 net, d'autres à 1600. J'ai pas très bien compris. Enfin, ce qui est certain, je renvoie d'ailleurs à mon programme présidentiel, ce qui est certain, c'est que il faut augmenter le SMIC en France parce que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été augmenté et qu'il y a un véritable problème de pouvoir d'achat des catégories les plus modestes de la population. Je me permets au passage de rappeler qu'en 2016, au Royaume-Uni, le SMIC avant le Brexit était 15% inférieur au SMIC français. Aujourd'hui, il est 10% supérieur. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue, le nouveau Front populaire est dans son rôle d'ailleurs, puisque ce sont des forces de gauche, il est dans son rôle de proposer une augmentation substantielle du SMIC, même si je n'ai pas parfaitement compris à combien elle se montrait, mais ça n'est pas, les chiffres que j'ai vus ne m'ont pas paru tout à fait délirants. Donc ça, dont acte. J'ai vu également qu'il y a un certain nombre de mesures qui me paraissent plutôt de bon aloi, comme l'idée, par exemple, d'augmenter la taxation sur les très grandes fortunes, la taxation sur les mouvements de capitaux. Je trouve ça tout à fait justifié. En matière internationale, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques mesures qui me paraissaient justifiées, en particulier la reconnaissance immédiate de l'État palestinien. Je ne cesse de le dire. Je l'ai dit. J'ai même retrouvé, en fait, un document de 2014. Je le disais, il y a déjà 10 ans. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que le nouveau Front populaire, son programme est justifié sur ces questions. Ils vont même assez loin, puisqu'ils préconisent même un embargo contre la livraison d'armes à l'État d'Israël. Bon, il y a ainsi un certain nombre de choses qui sont justifiées. La défense des services publics également. Tout ça est plutôt de bonne loi. Mais il y a un mais. C'est que le problème, c'est qu'il y a d'autres éléments qui, alors eux, à mon avis, sont totalement inacceptables. Et puis surtout, au-dessus de tout ça, il y a un immense problème. C'est qu'il y a la moitié des mesures qu'ils ont proposées qui sont totalement impossibles dans le cadre des traités européens. Et je ne parle même pas du problème du coût qui est proposé. Alors qu'on regarde un petit peu ensemble tout ceci, c'est tiré de la chaîne Brut, donc qui fait ressortir quelques mesures saillantes. Bon, baisse du nombre d'élèves par classe à moins de 19. C'est très bien, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable en effet. Mais enfin, il est évident que personne n'en a les moyens actuellement dans le cadre du budget de l'État. Donc il faut absolument que le nouveau Front populaire nous explique comment ils vont financer cela. Le point numéro 4, la création d'un congé menstruel et la prise en charge par la sécurité sociale des protections menstruelles. Bon, personnellement, j'éviterai de dire tout ce que j'en pense, mais je trouve que ça fait partie de mesures qui sont quand même vraiment... On est actuellement... On va se demander si on va vers la Troisième Guerre mondiale et si la France va subsister comme un État-nation. Ce genre de mesures qui sont des mesures extrêmement catégorielles et puis également populistes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Enfin, ce sont des choses quand même qui sont tout à fait à la mode, mais que je trouve contestables parce que
Honnêtement, je ne vois pas pourquoi il y aurait la création d'un congé menstruel et prise en charge par la sécurité sociale des protections menstruelles, mais on pourrait aller très très loin dans ce domaine. Et puis pourquoi pas payer aussi les brosses à dents et puis le dentifrice. Ça peut. Je crois que là, on va quand même dans une société qui dérape complètement. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors ensuite, le blocage des prix de première nécessité, d'accord, pourquoi pas. L'abrogation du 49.3, l'instauration de la proportionnelle et du RIC, moi j'y suis favorable, mais il est bien évident que ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'une législature, mais ça s'inscrit dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. En revanche, en matière migratoire, alors là, on est dans quelque chose qui va à l'encontre de ce que souhaitent beaucoup de Français. La régularisation massive des travailleurs, la création d'un statut de déplacé climatique. Comment est-ce que l'on va pouvoir juger d'un statut de déplacé climatique? Tout ceci me paraît un peu délirant en fait. Alors ensuite, il y a l'indexation des salaires et des pensions de retraite sur l'inflation. C'est une idée qui est généreuse, mais qui ne peut alimenter que l'inflation. L'abrogation des réformes de l'assurance chômage, c'est entendu. Tout ça, ce sont des mesures qui sont plutôt certaines sont contestables, d'autres le sont sans doute moins. En revanche, moi, ce qui me frappe, eh bien, ce sont les mesures concernant, là aussi, les questions européennes, avec notamment, et les questions de guerre européenne, avec le soutien indéfectible à la résistance ukrainienne. Alors, il est question, je le cite, dans un des documents qui a été publié, nous réaffirmerons notre soutien au progrès de la construction européenne. Ça veut dire, c'est très important. Réaffirmer son soutien au progrès, au pluriel, de la construction européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son soutien à ce qui se passe actuellement et aux projets actuels. Or, les projets actuels, c'est d'accélérer la fédéralisation de l'Europe. Donc, en fait, ça veut dire que le nouveau Front populaire apporte son soutien à l'élaboration d'une Union européenne devenue un État fédéral, et la France devenant un État fédéré, et j'ai fait déjà des vidéos sur le sujet, la France, à ce moment-là, deviendra progressivement une région, un canton de cet État fédéral, perd son siège à l'ONU, perd son siège au Conseil de sécurité, perd son droit de veto, n'est plus une grande puissance, devient plus qu'une petite région qui peut ensuite d'ailleurs être tronçonnée en morceaux, et puis sa force de frappe devient un apanage de l'ensemble de l'Union européenne. Tout ça, c'est des choses absolument monstrueuses qui sont traitées sans le traiter au passage, quoique il est question toujours dans ce document qu'ils apportent leur soutien à l'Europe de la défense, ce qui va exactement dans le sens de ce que je viens de dire. Alors, ça, c'est absolument important. Donc, si l'on revient au document qui a été tweeté par Edoui Plenel, sur le passage concernant l'Europe, donc le nouveau Front populaire se propose de 1. Refuser le pacte de stabilité budgétaire. Alors, le pauvre pacte de stabilité budgétaire, ça fait belle lurette qu'il n'est plus respecté, mais enfin, il est censé toujours exister. Et c'est évidemment une pierre d'achoppement. C'est effectivement sur les nécessités de diminuer l'endettement public de la France, qui est sans arrêt exigé par la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Donc dire qu'il refuse le pacte de stabilité budgétaire, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que si il y a un gouvernement du nouveau Front populaire qui arrive au pouvoir, eh bien dans la semaine qui sera, dans les jours qui suivront son arrivée au pouvoir, le Premier ministre sera convoqué en Allemagne par le chancelier Scholz, exactement comme Lionel Jospin et Jacques Chirac avaient été convoqués en Allemagne en 1997, lorsque les socialistes étaient arrivés au pouvoir. Je rappelle qu'ils avaient dans leur programme la renégociation des critères du traité de Maastricht. Donc ils avaient été convoqués et sur place, les Allemands avaient fait savoir qu'il n'en était pas question. Voilà. Et qui paye commande. Et si ce ne sont pas les Allemands, c'est la Banque centrale européenne qui se chargera de dire, par exemple, à
à M. Mélenchon, si c'est lui qui est Premier ministre, à moins que ce ne soit M. Roussel, puisque M. Fabien Roussel du Parti communiste français a fait savoir qu'il était disponible pour être Premier ministre. M. François Ruffin aussi, il a dit que lui aussi il se sentait tout à fait à la mesure d'être à Matignon. Et puis on a appris ce matin que Mme Clémentine Autain daignerait accepter le poste de Premier ministre s'il lui est proposé. On attend avec impatience que Sandrine Rousseau nous explique qu'elle est tout à fait taillée à la mesure de l'hôtel de Matignon. En attendant, quel que soit ce Premier ministre sera convoqué et on lui fera comprendre que soit il passe sous les fourches caudines des restrictions budgétaires imposées par la Commission européenne, soit la Banque centrale européenne arrête de racheter des obligations assimilables du Trésor français sur le marché secondaire et nous verrons d'un seul coup une énorme crise de la dette apparaître avec une flambée des taux d'intérêt sur la dette française, un effondrement de la bourse française. Bon, bref, le scénario catastrophe. Que ce soit M. Ruffin, M. Mélenchon, M. Roussel, Mme Autain, Mme Rousseau, Mme Tartemol ou M. Barbemiche, eh bien, au total, ils seront obligés de passer sous les fourches caudines de la Banque centrale européenne puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne et qu'ils ne veulent pas sortir de l'euro. Hein, on tombe toujours sur la même histoire. Et d'ailleurs, continuons la liste en matière européenne. Eh bien, il est question de proposer un pacte européen pour le climat et l'urgence sociale. Bon, ils peuvent toujours le proposer, bien sûr. Et proposer un pacte pour le climat et l'urgence sociale, c'est pas exactement ce que signifiera le mot urgence sociale, mais on le devine. Mais on devine également qu'un grand nombre de pays, notamment d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est, diront non. Il veut également proposer une réforme de la politique agricole commune, mais ça veut dire réformer les traités européens. Mais en fait, bon, tout le monde sait que ça n'aura pas lieu. Donc en fait, les propositions du programme du nouveau Front populaire sur ces questions consistent à faire des propositions. C'est un programme qui consiste à faire des propositions. Par ailleurs, mettre fin au traité de libre-échange, bon, ça c'est de la rigolade, évidemment. Hein, vous savez très exactement qu'il y a au sein de l'Union européenne des pays qui sont pénalisés par les traités de libre-échange, notamment en matière agricole, dont la France. Il y en a d'autres qui sont favorisés. Et comme il faut l'unanimité, eh bien, pour revenir sur ce genre de choses, et il n'y aura pas de fin. Instaurer un protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe, très bien de le dire, mais de cette façon, enfin, ça n'aura pas lieu non plus, puisque il faut l'unanimité et que vous trouverez des États comme par exemple le Luxembourg ou Malte ou certains États de l'Est qui diront non. Adopter un mécanisme d'harmonisation sociale par le haut entre les États pour mettre fin aux politiques de dumping social et fiscal. Bon, ça fait quand même 20 ans ou 30 ans, enfin non, ça fait quand même plus d'un quart de siècle maintenant que la gauche nous raconte ces salades. Bon, c'est très simple à comprendre. Il est évident que nous sommes pénalisés par la concurrence de pays à bas coût de salaire et de charges sociales. Et donc dire qu'il faut une harmonisation par le haut, ça veut dire qu'il faut que la Bulgarie, la Roumanie montent vers le haut. Mais évidemment qu'ils ne le voudront pas. Ils ne le voudront pas parce qu'actuellement, c'est pourquoi est-ce que les pays de l'Est européen s'industrialisent avec des délocalisations des pays de l'Ouest, justement grâce à ça. Donc dire ça veut dire que mentir aux Français. Ça n'aura pas lieu. D'ailleurs, ça fait un quart de siècle que si vous lisez les documents émanant de la gauche et de l'extrême gauche, vous trouvez ce genre de propositions qui n'ont jamais débouché, évidemment, sur quoi que ce soit. On peut le regretter, hein, je ne dis pas le contraire. Mais, comme disait De Gaulle, la politique consiste à partir des réalités. Or là, on n'est pas dans le domaine de la réalité, on est dans le domaine du fantasme, on est dans le domaine du rêve, on est dans le domaine du souhaitable, de ce dont on rêverait. Mais le problème, c'est que la vie, ça n'est pas exactement ça. Ensuite, réindustrialiser l'Europe, numérique, industrie du médicament, énergie. Et enfin, instaurer une règle verte pour prioriser des investissements verts. Mais encore une fois, tout ceci postule que l'on va avoir l'accord des 26 autres États. Et puis, en matière de réindustrialisation, ça postule aussi, évidemment, que la France pourrait être compétitive. Ce qui serait intéressant de demander à tous ces gens qui veulent réindustrialiser la France, c'est de leur demander « Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la France s'est désindustrialisée ?» C'est quand même le b.a.-ba.
pourquoi la France, qui était une grande puissance industrielle, s'est-elle désindustrialisée? C'est quoi? C'est les causes, c'est arrivé comme ça, comme les champignons après la pluie, ou il y avait des raisons objectives? Les raisons objectives, vous les connaissez. C'est d'une part la libre circulation des mouvements de capitaux qui a été créée par l'acte unique de 86 et gravée dans le marbre du traité de Maastricht de 92, et c'est d'autre part la cherté de l'euro qui est trop chère par rapport à la compétitivité intrinsèque de la France et des pays du Sud. C'est pour ça que la désindustrialisation a été massive en France et beaucoup moindre en Allemagne, par exemple. Voilà. Donc en fait, sur ces sujets européens, eh bien, rien, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas avancé d'un pouce. Et l'ensemble des questions européennes, donc, est traité de cette façon par le nouveau Front populaire, et qui précise donc l'Europe de la défense, etc. C'est-à-dire se met pieds et poings liés dans le narratif euro-atlantiste et dans la géopolitique américaine. De même que lorsque le nouveau Front populaire précise son soutien inconditionnel à l'Ukraine. Jusque et y compris, il le précise, la livraison d'armes à l'Ukraine, même s'il précise que ça doit être des armes qui ne doivent pas être trop offensives, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ça veut dire qu'il souligne l'agressivité de Poutine. Au passage, quand on lit les gazettes, on s'aperçoit que ces différents passages ont été soufflés, enfin exigés par Glucksmann pour qu'il rallie cet attelage. Mais Glucksmann étant un agent américain, ça veut dire que tout ceci est piloté par Washington. Ça veut dire quand même que les Français qui vont voter pour le nouveau Front populaire, Jaurès a de quoi se retourner dans sa tombe. Ça veut dire qu'ils votent quand même pour un programme qui contient des éléments qui sont a priori positifs, mais dont la plupart sont incompatibles avec notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Et par ailleurs, ils votent pour un programme qui nous emmène tout droit vers une aggravation de notre choc frontal avec la Russie et avec un risque de troisième guerre mondiale. Alors voilà où l'on en est aujourd'hui. Donc les choses sont évolutives. On voit au passage que l'ensemble de la scène politique française est en train de voler en éclats. On a eu quand même ce truc spectaculaire, c'est que le même jour, 2 partis politiques, LR et Reconquête, ont explosé, avec une partie significative de ces 2 partis qui a rejoint le Rassemblement national. En fait, je crois qu'on peut dresser l'acte de décès de ces 2 partis politiques, puisque les Républicains, il y a une partie menée par M. Ciotti et le député Bernard Carayon et son fils Guilhem Carayon, qui sont à la manœuvre et qui vont avoir proposé 70 personnes de LR qui vont être avec un accord avec le Rassemblement national. Et puis l'autre parti, alors mené par les barons, M. Gérard Larcher, Wauquiez, Aurélien Pradier, etc., qui, eux, essayent de maintenir une espèce de LR résiduel, mais dont on apprend, du moins par le JDD, qu'il y aurait déjà eu des contacts entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron pour avoir un ralliement à la pseudo-majorité présidentielle qui est celle de Macron. Je sais que M. Larcher a apporté le démenti le plus cinglant à cette histoire en disant qu'il n'avait pas rencontré Emmanuel Macron, mais ce ne serait pas la première fois que ces gens mentent. Et en particulier, il a pu ne pas le rencontrer, mais lui parler par téléphone. Ou alors il a pu y avoir des émissaires. Enfin, en attendant, on ne sait pas très bien ce qui va arriver de la partie résiduelle de LR, mais a priori, ils ont de fortes chances de rallier le camp Macron. Camp Macron, d'ailleurs, qui n'ose même plus s'appeler Macron. On a vu cette chose assez drôle, en fait, assez cocasse, qui montre la fin d'un monde. C'est que les candidats à Macron, qui affichaient encore fièrement il y a quelques jours, au moment des élections européennes, c'était majorité présidentielle, c'était le slogan avec besoin d'Europe, majorité présidentielle, c'était le slogan de Madame Valérie Ayer, qui d'ailleurs s'est volatilisée dans l'atmosphère, on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Donc on avait ce slogan, majorité présidentielle, comme elle a fait 15% des suffrages, et comme il y a eu en gros 50% d'abstention, ça veut dire qu'il y a eu 7,5% des Français inscrits qui ont fait le geste positif d'aller voter pour la liste du président de la République. Ça fait quand même pas beaucoup. 7,5% des inscrits pour soutenir Macron. Ça doit être le dernier soutien qu'il a encore dans l'opinion publique. On peut difficilement parler de majorité présidentielle. On pourrait peut-être parler d'une ultra-minorité présidentielle. Enfin voilà. Quant à Reconquête, bon, il semble que
la messe soit dite, puisque maintenant M. Zemmour a perdu donc sur les 5 eurodéputés qu'il avait au Parlement européen. Ils auront duré 48 heures. Voilà. Au bout de 48 heures, il en a perdu 4 sur 5. Il n'en a plus qu'un, Madame Knafo, dont j'ai vu d'ailleurs qu'elle est passée à la télévision pour tendre la main à Marine Le Pen en voulant un accord. Bon, j'ai l'impression que Reconquête est quand même mal parti aussi et qu'il aura du mal à survivre à tout ce chambardement. Mais au bout du compte et en définitive, les Français vont découvrir quoi ? Ils vont découvrir ce que je ne cesse de dire depuis 17 ans, c'est-à-dire qu'ils ont le choix entre le Rassemblement national qui sent la victoire arriver et qui, comme il sent la victoire arriver, a fait un document électoral finalement très général pour qu'on ne puisse pas lui opposer ensuite. Voilà. Et puis le camp de la gauche qui sent la défaite arriver, puisque c'est dans 15 jours. Et donc les différences de sondage sont telles qu'il est sans doute difficile de remédier à ça. Et le camp de la gauche qui, lui, fait du mieux-disant, qui accumule les promesses tous azimuts, quelle que soit leur compatibilité ou non avec les questions européennes, avec nos engagements internationaux, et qui le fait. Mais dans tous les cas de figure, il va y avoir, excusez-moi de le dire, dans tous les camps, il y aura des gens qui vont être énormément trompés, énormément cocufiés par ces promesses électorales. Nous sommes empêchés de participer à ces élections législatives. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Mais nous sommes là en tant qu'observateurs et, comme je l'ai déjà dit, eh bien, vous pouvez compter sur moi-même et sur l'UPR et sur nos délégués et sur nos militants pour continuer à informer les Français et à leur expliquer le pourquoi du comment. Parce que, en fait, la société politique est en train d'exploser et la France va aller de Caraïbes dans Scylla au cours des mois qui viennent. C'est à peu près certain. Il y a peut-être un moment à partir duquel les Français vont se réveiller et vont commencer à se dire « Mais au fait, pourquoi est-ce que tout ceci ne marche pas ?» La réponse, c'est parce que nous élisons des gens qui n'ont plus le pouvoir. Et comment faire pour que ceci remarche de nouveau ? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut que les Français reprennent le pouvoir. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire le Frexit. Je terminerai d'ailleurs à ce propos par une petite information qui nous vient du Royaume-Uni, qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous savez que Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a dissous lui aussi le Parlement britannique. Il va y avoir des élections générales qui auront lieu au mois de juillet. Alors il y a des sondages qui valent ce que valent les sondages, mais qui quand même sont intéressants, puisqu'ils montrent que le parti conservateur britannique vient de passer en dessous d'un nouveau parti, qui est le parti Reform UK, Réformer le Royaume-Uni, qui est le parti qu'a créé récemment, en 2020 je crois, qu'a créé le fameux Nigel Farage, et qui est un parti qui consiste à dire en fait le Brexit n'est pas allé jusqu'au bout, il faut maintenant aller plus loin et réformer le Royaume-Uni, notamment en se débarrassant de toutes ces directives européennes que l'on conserve alors même qu'on est sorti de l'Union européenne. Alors je le signale parce que c'est contraire à tout le narratif qu'on nous explique en France, selon lequel les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir voté en faveur du Brexit. Ben, si tel était le cas, on n'aurait pas la nouvelle star de la politique britannique qui est en train de revenir en force, c'est M. Nigel Farage, au détriment des conservateurs. Et il y a un sondage qui a été effectué également récemment qui a demandé aux grands partis politiques est-ce qu'ils allaient proposer, là, lors des élections législatives qui vont avoir lieu au Royaume-Uni en juillet, donc quelques jours en fait après les élections françaises, et ils ont demandé aux grands partis politiques est-ce que vous allez proposer de revenir dans l'Union européenne ? Et donc les conservateurs ont dit non, c'est pas le moment. Le Reform UK de Nigel Farage, évidemment pas, puisque lui, au contraire, il veut accélérer, d'aller jusqu'au bout des conséquences positives du Brexit. Et l'affirmation intéressante, c'est que les travaillistes, le Labour, a dit que non, il ne le proposera pas non plus. Voilà, ça veut dire que donc les trois principales forces politiques britanniques, à l'occasion des élections législatives, ne proposent pas de retourner dans l'Union européenne, ce qui veut dire quand même que tout ce que nous a raconté en France, c'est quand même de la carabistouille. Voilà. Vive la France et vive l'Union populaire républicaine, et à bientôt.